Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Pauline et je suis chargée de communication et marketing chez Rivalis. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouveau, pour ce nouveau webinaire, pardon. Nous allons commencer d'ici quelques minutes. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions via le chat tout au long du webinaire. Nous y répondrons au fur et à mesure, donc n'hésitez surtout pas. On est là pour ça. Mathieu est là pour ça, pour y répondre. Et puis voilà, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Et puis en attendant, dites-nous peut-être de quelle région vous êtes via le chat, savoir un petit peu d'où on nous regarde. Donc aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils pour partir sur de bonnes bases dès le premier jour de votre entreprise, parce que voilà, la création c'est fait. Maintenant, il faut se lancer. Et Mathieu est là du coup pour vous expliquer un petit peu comment partir sur de bonnes bases et vous donner des conseils. Voilà, donc au programme ce soir, comme toujours, une courte présentation de Rivalis, la présentation de notre super intervenante ce soir et nous passerons au webinaire. Alors, je regarde juste un petit peu d'où on nous regarde. Alors, Marseille, Normandie, Île-de-France, Paris. C'est bien, il y a un peu de tout. 77, Haute-Pyrénées, Aquis-Midi, Lyon, Normandie. Enfin voilà, on a un peu toute la France représentée ce soir. Donc c'est top. On va pouvoir commencer. Il est 18h01. Donc on va pouvoir se lancer. Alors, tout d'abord pour la présentation de Rivalis. Alors, Rivalis, c'est le premier réseau d'accompagnement des dirigeants en France. On a 27 ans, bientôt 28 dans un mois d'expérience. On a 787 conseillers en France et en dom-tom, donc il y a forcément un conseiller proche de chez vous. 118 497 entrepreneurs utilisateurs de l'ensemble de nos services. Le BSP, c'est notre feuille de route. Alors, le BSP, c'est quoi? C'est le bon sens pratique, c'est-à-dire qu'on utilise toujours le côté pratique, le bon sens pour répondre à l'ensemble des enjeux et problématiques de nos dirigeants. La sérénité du patron, c'est notre mantra, c'est notre objectif ultime, que le patron soit serein dans son quotidien et qu'il puisse se focaliser sur son métier et bien dormir la nuit, ne pas avoir de problème de gestion. 93% de satisfaction client, donc ça c'est un chiffre que nous mesurons régulièrement. Et deux derniers chiffres avant de présenter notre intervenante ce soir, plus 71% de sérénité et plus 40% de résultats pour les dirigeants qui sont suivis par un conseiller Rivalis. Et cela aussi, c'est des chiffres qu'on met à jour régulièrement avec des enquêtes clients. Voilà pour la présentation de Rivalis. Donc, je laisse maintenant la parole à Mathieu pour qu'il se présente. Voilà, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Mathieu Chevrier, comme c'est écrit sur le slide. Je suis conseiller Rivalis depuis quelques temps. Je suis basé dans le Beaujolais, à la frontière de Lyon, tout au sud du Beaujolais, entre Villefranche et Lyon. J'ai 3 enfants, j'ai 43 ans. Et pour moi, la vie est belle. C'est super ce métier de conseiller Rivalis. Alors, ma petite passion, c'est d'accompagner les dirigeants d'entreprise dans toutes les phases de la création jusqu'à la liquidation ou la transmission. Mais c'est vrai que j'apprécie particulièrement d'accompagner les créateurs d'entreprise. Je crois que je suis moi-même assez créatif. Et donc, cette phase d'excitation où il y a plein d'idées qui bouillonnent et tout ça, et quand enfin on les met dans la réalité, qu'on se confronte au concret, c'est toujours une expérience inoubliable. Donc, j'ai la chance de partager ces moments souvent joyeux avec des entrepreneurs passionnés et j'adore ça. Voilà, c'est moi. Parfait, merci Mathieu. Et puis, on va pouvoir commencer et entrer dans le vif du sujet.
Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, les 100 premiers jours de votre entreprise. Et vraiment, ça commence le jour où vous recevez votre cabis. Donc, bravo, sur le slide d'après, Pauline. Voilà, donc bravo, vous venez de recevoir votre cabis. Vous êtes enfin un dirigeant d'entreprise. Félicitations. Donc, je ne sais pas exactement où vous en êtes dans votre projet. Donc, voilà, si vous pouvez juste partager un petit peu dans le chat. C'est quoi votre projet, si vous en êtes toujours en phase de création ou si vous avez déjà obtenu votre cabis ou si vous êtes déjà en activité depuis un certain bout de temps mais que vous voulez vous reposer quelques questions. Donc, je vous laisse répondre dans le chat et puis Pauline, tu me diras un petit peu les réponses. Ouais, pas de souci. Je regarde ça. Alors, pour l'instant, on a deux petites réponses. On a Eric qui vient de recevoir son cabis. Donc, félicitations. Et Alice, je n'ai pas encore reçu le cabis, mais il ne devrait pas tarder. Ok, toujours en phase de création, recherche active de partenaires banque, auto-entrepreneur, changement de statut vers SASU. D'accord, donc des gens d'activité quand même. Ok. Et Oui. plutôt artisan, commerçant, indépendant. Alors, n'hésitez pas à nous répondre encore une fois, juste pour préciser un petit peu votre projet. Comme le disait Mathieu, si vous êtes indépendant, commerçant, voilà, vous avez les différentes options affichées à l'écran. Donc, n'hésitez pas à nous donner un peu plus d'infos sur votre projet. Alors, on a Loïc qui a créé son entreprise depuis le 11 avril, donc c'est récent. Bravo. Tac. Startup encore à l'état de projet pour Camille. Indépendant pour Eric. Cabis reçu. Ah, on a des conseillers rivalistes aussi qui nous suivent. Libéral non conventionné en micro-entreprise. Je vais essayer d'utiliser Courtier en travaux. Voilà. Je vais essayer d'utiliser pas mal d'exemples, en essayant de varier, diversifier ces exemples. Donc, si jamais, par malchance, je n'ai pas couvert votre votre domaine d'activité, n'hésitez pas à solliciter Pauline sur le chat et puis voilà, je pourrais essayer de préciser un petit peu mes informations de manière plus adaptée à votre projet. Voilà, allez, c'est parti. Vas-y. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Voilà, donc juste pour être clair, aujourd'hui on va parler des 100 premiers jours, c'est aussi la période qu'on appelle le lancement, donc il y a tout un tas de prérequis à cette phase-là. Donc c'est le lancement, mais c'est pas le début. Normalement, vous avez travaillé sur votre projet, alors peut-être 3 mois, 6 mois, 2 ans, ça varie énormément en fonction des projets et en fonction du parcours de chacun. Mais en général, vous êtes passé par voilà, une réflexion sur qu'est-ce qui vous motive, quelles sont vos compétences, vous avez fait une étude de marché, vous avez fait un business model, vous avez peut-être demandé du financement, ce n'est pas toujours le cas, et puis vous avez pris tout un tas de décisions pour vous lancer avec un cabis. Donc moi, je pars du principe aujourd'hui que ça, c'est fait. Et je vais vraiment me focaliser sur le parti lancement. Et pour moi, il y a une seule vraie chose à faire dans le lancement, c'est de la prospection commerciale. Voilà. Donc après, il y a de la prospection directe et indirecte, comme on le verra. Donc le côté de la visibilité est important. Et puis il y a aussi un rythme qui est important à trouver. Donc ça, c'est les trois choses que l'on va couvrir. Alors le slide d'après, s'il te plaît, Pauline. Juste pour être sûr, au cas où, pour ceux qui sont encore dans leur projet, qui n'ont pas encore créé leur société, ou ceux qui l'ont créé peut-être un petit peu vite, parce que voilà, c'est possible. Il y a une vraie question clé avant de vous lancer comme entrepreneur, c'est de bien savoir qui sont vos clients.
Est-ce que vous avez une preuve de marché? Est-ce que vous connaissez leurs besoins? Est-ce que vous connaissez leurs habitudes? Ça, c'est très, très important de le faire. Donc, si vous ne l'avez pas fait, le lancement sera plus compliqué. Donc ça, voilà. C'est très, très important. Et une autre chose qui est très importante, c'est de savoir un petit peu quels sont les prix que vous pouvez pratiquer, bien sûr, adaptés à vos coûts. Donc, en gros, quand je dis les prix, c'est pas juste le prix du marché, c'est pas voilà un artisan peintre dans le Beaujolais, il peut facturer 44 € de l'heure. Ça, c'est une chose importante à savoir, mais c'est surtout combien vous, c'est quoi vos coûts, c'est quoi votre salaire, c'est quoi vos charges, c'est que ouais, et est-ce que vos prix vont permettre d'atteindre la rentabilité. Donc ça, c'est les deux choses importantes. Si vous ne l'avez pas fait avant de créer votre entreprise, avant d'avoir votre cabis, prenez le temps. C'est des choses très, très importantes. Bon, moi, je vais partir du principe que vous avez déjà bien creusé le sujet et que vous avez une bonne connaissance et on part de ce prérequis-là. Donc, allons-y. On part sur l'objectif. Il y a un petit décalage, je crois. Donc, l'objectif des 100 premiers jours, eh ben, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est générer des clients. Et j'aurais même tendance à dire générer des clients le plus vite possible. Alors, pourquoi générer des clients? C'est pas juste pour gagner de l'argent et avoir une trésorerie et voilà. Non, non, le client, c'est la seule preuve que vous avez que votre business intéresse quelqu'un et donc potentiellement est viable. Donc, si vous avez voilà, vous avez travaillé sur votre projet, tout le monde vous a dit c'est super, c'est génial, on y croit, mais personne n'a acheté votre produit, votre service. Donc jusqu'à maintenant, tous les gens qui vous ont fait, qui vous ont donné cet avis-là, ce n'est qu'un avis. La vraie, la vraie rencontre avec la réalité, c'est les clients, c'est ceux qui vont acheter votre solution, votre produit, et qui vont voilà, être convaincus par votre offre. Donc c'est pour ça que c'est important dans la phase de lancement de générer des clients et de générer des clients vite, parce que c'est la seule preuve que votre business est viable et intéresse sa future clientèle. Voilà. Donc, c'est bien beau de vouloir générer des clients, mais encore faut-il savoir s'organiser et comment les générer. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va d'abord commencer sur le côté organisationnel. Voilà. Et on va dérouler les choses à mettre en place pour pouvoir organiser sa prospection commerciale. Alors, tout d'abord, il faut un objectif. Ça, c'est très important. Il faut savoir où on va. On ne peut pas juste dire oh, bah, je fais de mon mieux et on verra bien. C'est quand vous prenez la route, voilà, vous mettez la destination dans votre GPS. Vous ne partez pas en disant on verra bien. Donc, normalement, dans votre demande de financement, dans votre business plan ou en tout cas dans vos réflexions, vous êtes mis un objectif de client à la fin des 3 mois. Et ben, c'est ce chiffre-là qu'il faut prendre comme objectif. Alors, certains d'entre vous auront peut-être un chiffre d'affaires en tête plutôt qu'un nombre de clients. Personnellement, je préfère, c'est la même chose, hein, on est bien d'accord, on parle de clients, on parle d'une vente, donc il y a un aspect monétaire, on parle bien de la même chose, mais moi je préfère le côté client parce que justement il y a ce côté où voilà, on a une cible, on comprend ses besoins, on comprend comment on peut vraiment apporter une solution à ses clients. Donc voilà, vous mettez le chiffre, ça c'est l'objectif. Alors, une fois que vous avez cet objectif, sur le slide d'après, s'il te plaît, Pauline. Il y a un petit décalage, je pense. Voilà, il y a un petit décalage. Il faut vraiment regarder tous les canaux d'acquisition de ses clients. Alors, c'est un bien grand terme, mais c'est organiser sa prospection sur les différents voilà, moyens de capter l'attention de vos futurs clients. Alors, il y a deux types de prospection. Il y a ce qu'on appelle la prospection directe et la prospection indirecte. En gros, la prospection directe, c'est vous qui allez vers vos futurs clients. Vous les approchez, et vous essayez de les convaincre que votre solution satisfait leurs besoins. Donc, c'est direct, vous allez vers le client. Et puis, il y a tout ce qui est prospection indirecte, où là, en fait, c'est le client qui vient vers vous. Alors, soit de manière organique, parce qu'il a trouvé votre nom sur Google, parce qu'il a été recommandé par un ami, un client ou l'autre, ou parce que ça vient via des réseaux d'affaires ou votre réseau professionnel.
En tout cas, tous ces réseaux, ces canaux d'acquisition sont à considérer et peuvent potentiellement vous apporter des clients. Et c'est valable aussi bien pour les commerçants que pour les artisans, les indépendants. Je veux dire, notamment par exemple les réseaux sociaux, tout le monde y est. Donc, c'est vraiment une source à ne pas négliger. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tous ses œufs un petit peu partout, mais il faut explorer ces différents canaux d'acquisition. Voilà. Donc, vous faites la liste et vous essayez de creuser alors autour de vous quels sont les prescripteurs, quels sont les clubs d'affaires. Voilà. Vous essayez de vraiment faire du qualitatif et de trouver ces canaux. Alors, sur le slide d'après, une fois qu'on a mis l'objectif et qu'on connaît les canaux, on va transformer cet objectif en nombre de rendez-vous. Voilà. Donc, que ce soit en direct ou en indirect, vous mettez un objectif en disant bah, si je fais de la prospection téléphonique, mon objectif par semaine, c'est d'obtenir 5 rendez-vous. 5 rendez-vous avec donc ce qu'on appelle dans le jargon de Rivalis des contacts utiles, des personnes qui potentiellement seraient décisionnaires pour acheter vos produits. Donc vous mettez ces objectifs et là il faut trouver l'équilibre entre ce qui est suffisant pour atteindre votre objectif au bout des 3 mois. Donc ça veut dire qu'il y a des taux de conversion qu'il faut considérer. Donc, je ne sais pas, par exemple, sur une profession du genre conseiller, voilà, coaching, des choses comme ça, on est sur des ratios de peut-être 100 à 200 contacts pour un client. Donc voilà, essayez d'estimer vos taux de transformation et d'en déduire le nombre de rendez-vous dont vous avez besoin par semaine. Mais ça, c'est à équilibrer avec ce que vous êtes capable aussi de faire de votre côté. Hein, parce que l'idée d'être entrepreneur, c'est pas de se tuer à la tâche et de travailler 80 heures par semaine. Vous avez peut-être l'envie, et c'est une très bonne chose, je suis le premier à le faire, d'amener vos enfants à l'école le matin. Vous avez peut-être d'autres obligations parce que vous entraînez au club de foot ou je ne sais pas. Mais mettez en parallèle ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif et ce que vous vous permettez de faire. Donc voilà, donc on continue à creuser l'organisation de la prospection. Donc on a des canaux, on a des objectifs hebdomadaires. Et maintenant, le slide d'après, s'il arrive, excusez-moi, il y a un petit décollage. Voilà. Donc après, il faut remplir une base de données. Alors vous allez me dire, si je suis commerçant, boulanger dans la rue, j'ai pas besoin de savoir si Monsieur Dupont ou Henri va passer devant ma boulangerie. Non, mais par contre, il y a d'autres canaux de prospection dont on a parlé. Donc ça peut être voilà, un club d'entrepreneurs sur le village, l'association des artisans commerçants. Enfin, il y a tout un tas de potentiels prescripteurs ou de gens avec qui vous pouvez travailler et établir des partenariats auxquels que vous souhaitez rencontrer. Donc tout ça, ça se met dans une base de données. Alors voilà, c'est juste qu'à un moment dans votre prospection, vous allez atteindre les limites mentales de votre cerveau pour pouvoir gérer. Ah ben j'ai vu Pauline hier, je lui ai promis de la voir mercredi prochain, mais en même temps j'ai Paul qui me demande ça. Enfin, voilà, très très vite vous allez atteindre les limites. Donc c'est important d'avoir une base de données de prospection. Alors il y a des bases de données qui s'achètent. Hein, ça, vous pouvez trouver, il y avait quelques noms dans les slides d'avant. Ça vaut relativement cher, mais ça fait gagner un temps certain. Donc, si votre projet, effectivement, nécessite beaucoup de prospection téléphonique, par exemple, ça peut valoir le coup. N'oubliez pas qu'il faudra quand même le mettre en forme pour que ça soit facilement accessible. Parce que quand vous prospectez, vous avez besoin de l'information très, très rapidement pour, bah, voilà, si quelqu'un décroche au téléphone quand vous l'appelez, vous devez être capable de savoir quelle entreprise il a, sur quelle ville il est, enfin voilà, des petites informations qui permettraient de rendre la conversation beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. Donc vous avez des fichiers que vous pouvez acheter, vous avez aussi des logiciels très très bien de prospection commerciale. Je vous dirais pour le lancement, le mieux c'est encore une feuille Excel, d'accord, ou un tableur. Enfin moi j'utilise Airtable, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez.
il faut rester très très simple. Vous avez, alors sauf si vous êtes expert du marketing digital et que vous savez utiliser HubSpot de manière voilà, avancée, je vous déconseille d'utiliser tout de suite un CRM parce que vous allez passer un temps fou à savoir comment ça fonctionne, à comprendre, à voir les tutos et tout le temps que vous passez à apprendre l'outil, vous n'êtes pas sur le terrain à parler à vos prospects. Par contre, une fois que vous avez bien trouvé votre rythme de croisière sur la prospection, sur les informations qui vous sont utiles, sur votre zone de fermée et tout ça, alors là, trouver un outil qui vous facilite la tâche devient intéressant. Mais c'est un outil qui vous facilite la tâche, c'est pas vous qui travaillez pour l'outil. Voilà. Donc une base de données, c'est primordial et il faut qu'elle soit utile et utilisée. Le slide d'après, s'il te plaît, Pauline. Et puis après, on fera le dernier slide et après, on fera une petite pause voir s'il y a des questions. Voilà. Et toute cette démarche, donc en partant de l'objectif, regarder les canaux de prospection, se fixer un objectif hebdomadaire, à construire une base de données, ça doit aboutir à un plan d'attaque. Donc, en gros, c'est votre semaine. Vous devez vous réserver des créneaux. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence dans un lancement. Moi, je le vois systématiquement quand j'accompagne les entrepreneurs. Ceux qui disent, oh, bon, on fait en fonction des opportunités, on verra et tout ça, bah, ils vont moins vite. Il n'y a pas de secret. Ils acquièrent beaucoup moins de clients que ceux qui sont organisés, disciplinés et qui ont des créneaux. Alors, un créneau pour faire ma pub sur Facebook, un créneau pour faire de la prospection terrain, un créneau pour aller au téléphone, rencontrer des partenaires. Et tout ça, vous le notez dans votre agenda et surtout à la fin de la semaine ou au début de la semaine, hein, comme vous voulez, mais vous faites le point en disant, bah voilà, la semaine dernière, j'ai fait tant de rendez-vous, ce qui a abouti à tant de signatures ou tant voilà, de chiffres d'affaires. Voilà ce qui a bien marché, pas bien marché. Voilà ce qui est prévu pour la semaine prochaine. Et en fonction des résultats de la semaine d'avant, bah, il faut que j'accélère. Au contraire, ça va, je suis plutôt tranquille, je peux me focaliser sur d'autres tâches. Mais avoir ce plan d'attaque et cette discipline de gérer sa prospection à la semaine, c'est hyper important. Voilà, je fais une petite pause. Pauline, est-ce que tu as des questions, des commentaires ou... Alors, je suis justement en train de regarder. Alors, pour l'instant, on a juste Eric qui dit: Je suis preneur du plan d'attaque présenté à titre d'exemple. Ouais, fais une capture d'écran, et puis après, je ne sais pas si on envoie les présentations après, Pauline, je sais pas. Alors, normalement, c'est pas envoyé, mais après, on peut l'envoyer, il n'y a aucun souci. Donc, on peut très bien vous envoyer aussi les slides si vous en avez besoin. Est-ce que j'ai d'autres questions? Comment prospecter des institutions internationales? Ah, il n'y a qu'une règle dans la prospection, il faut ouvrir des portes. Je sais que ça t'aide pas beaucoup, mais il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions en fait. Donc, il faut trouver le contact et puis essayer une fois, une deuxième fois. Le mieux, c'est d'être recommandé. Hein, donc, je ne sais pas de quelle institution internationale tu fais référence, mais peut-être que tu as dans ton réseau des gens qui ont des contacts. Ça, c'est une bonne moyen d'ouvrir les portes. Mais moi, je sais que et je ne te dis pas que ça marche à chaque fois, mais je vais sur LinkedIn, je cherche une personne qui me semble être appropriée et je fais une demande de contact. Si c'est sincère, concis et pas a priori pas commercial, les gens y répondent. Enfin, moi, je trouve que ça marche bien. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Ok, merci. Si jamais il y a besoin encore de précision, n'hésitez pas à nous renvoyer un message sur le chat. J'ai vu passer une autre question. Alors, on a Marie-Rose qui nous dit: J'ai déjà fait tout ce que vous dites, mais je n'ai aucun retour positif. Est-ce que tu aurais des conseils ou des petites astuces? La partie d'après, alors. Oui, voilà. Vraiment, Du coup, outils. Ça, c'est les outils, c'est vraiment la structure et voilà. Après, ça fait pas tout, on est bien d'accord. Donc, s'il n'y a pas ouais. d'autres questions, on peut peut-être passer du coup à la suite. C'est Marie-Rose, c'est ça?
Ouais, c'était Marie-Rose qui nous demandait ça. Donc je pense que on va voir la suite et si jamais on n'aura pas encore répondu vraiment à sa question, elle pourra peut-être nous réécrire sur le chat. Et puis sinon, non, j'ai pas d'autres questions, donc on peut continuer, Mathieu. Eh bien, super. Allez, on passe à comment générer des clients. Donc, le slide encore d'après. Voilà. Alors, je vais être un petit peu dur et excusez-moi, j'ai des notifications, j'aurais dû les couper avant. Je vais être un petit peu dur avec vous. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore lancés, ben voilà, vous aurez un préavis. Et pour ceux qui sont déjà lancés, je pense que vous serez assez d'accord avec moi. Enfin, je serais curieux d'avoir votre retour. Mais voilà, quand vous avez travaillé pendant 6 mois, 1 an ou plus sur un projet, il y a plein de gens qui autour de vous qui vous motivent, qui vous boostent, et c'est très bien, c'est très important. Mais au premier jour, quand vous commencez votre prospection, il faut savoir que, un, votre marque, elle ne vaut rien. Que deux, vos clients, ils vous attendent pas. Vos compétiteurs, par contre, peuvent vous attendre. Donc, il faut faire attention. Et de manière générale, personne ne comprend ce que vous faites. Donc c'est très, très dur comme constat. Mais si vous partez de ce constat-là, alors vous pouvez construire. Parce que si vous pensez que qu'on vous attend, que vous êtes le pic de la Mirandole et que voilà, que vous êtes absolument génial, vous allez peut-être avoir un petit peu des surprises les premiers jours et ça peut être dur émotionnellement. Alors la bonne nouvelle, j'ai jamais vu encore des gens qui sont vraiment méchants au point de vous casser. De manière générale, si vous arrivez en disant je crée mon entreprise, je démarre, voilà ce que j'ai à faire, les gens sont quand même plutôt bienveillants. Donc voilà. Mais c'est un dur constat, mais il vaut mieux partir de ce constat-là et qu'il soit plus positif que ce que vous pensez que l'inverse. Donc si on part sur le deuxième slide. On a juste un petit conseil de Alice qui dit que elle est totalement d'accord avec ce que tu dis là et que elle utilise le je suis la petite nouvelle, bonjour. Enfin voilà, elle se présente un petit peu comme ça. Donc Ouais. voilà, je me disais que c'était sympa de partager. Je trouve aussi c'est une très très bonne technique parce que tous les entrepreneurs, alors si vous faites du B2B, hein, si vous vous adressez à d'autres entrepreneurs, eh ben, les autres entrepreneurs, ils sont passés par le même passage que vous. Donc, effectivement, ça crée une petite relation en disant ah oui, moi je me souviens et c'était dur. Donc ouais, c'est une bonne idée, très bonne idée. Ouais, Vas-y, passe à la suite. Donc là, on est au premier jour, au jour 0, et après, on construit. Ça va venir. Alors, donc la première chose qu'il faut que vous soyez que vous appréciez, c'est vous. Voilà. C'est la seule vraie raison pour laquelle un prospect achète votre solution, en tout cas en phase de lancement. Donc, c'est l'envie de vous faire confiance. Voilà. C'est parce que il y a une curiosité, c'est parce que vous êtes sympathique. Je sais pas, on ne sait pas trop, mais en tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est que vos premiers clients, s'ils achètent, c'est pas parce que vous avez un produit miracle, c'est juste parce que vous avez titillé leur curiosité et qu'ils se disent pourquoi pas. D'accord? Donc, c'est très, très important au premier jour, quand vous avez votre cabis, de vous dire, mais je suis un entrepreneur, je suis un chef d'entreprise. Je suis plus salarié si vous venez du salariat, je ne suis plus étudiant si vous étiez étudiant avant. Je suis un chef d'entreprise et je suis légitime. C'est-à-dire que personne ne va mettre en cause vos compétences ou votre expertise. Si votre compétence, je sais pas, vous avez été formé dans la coiffure, mais personne ne vous demandera votre CV ou votre qualification. Donc, ne doutez pas de vos compétences. C'est pareil si vous faites de l'ingénierie, vous allez faire des bilans énergétiques ou des choses comme ça, mais il n'y a aucun client qui va vous challenger sur votre compétence à faire un bilan énergétique. Donc, ne doutez pas, d'accord? C'est très important d'être en confiance et de projeter cette confiance. Si vous allez, et je vous le souhaite, faire un devis à un client et que vous lui dites ah mais je suis désolé, c'est un peu cher, eh ben forcément vous allez engager la discussion sur le prix et on va commencer à pinailler sur les détails. Par contre, si vous dites voilà, moi je vous apporte ça, je vous apporte ça, je vous apporte ça, ça c'est le prix, eh ben vous verrez que vous vendrez beaucoup mieux.
Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos compétences, n'ayez pas ce syndrome de l'imposteur. La confiance, ça fait beaucoup dans la vente. Voilà. Alors, l'élément d'après. J'ai juste une petite question qui vient de tomber et je pense que ce serait bien d'y répondre parce que ça correspond à ce que tu viens de dire. On a quelqu'un qui nous demande, est-ce que c'est bien de dire que l'on est débutant? Cela pourrait signifier un manque d'expérience et donc de fiabilité. Ah, ça dépend, ça dépasse. Hein, il faut jauger. Le côté je suis débutant, ça vous donne un capital sympathique. En fait, on dit, hein, il faut toujours commencer quand vous parlez à un prospect ou un futur client, faire un petit brise-glace. Vous connaissez l'expression icebreaker, brise-glace. Donc, il faut trouver quelque chose qui vous relie au client sur un petit point émotionnel, un petit point personnel. Vous allez repérer un objet chez votre prospect. J'étais chez un prospect hier, il avait un poster d'une course automobile du Mans. Voilà, on a parlé voiture. Voilà. Donc, ce bris de glace est très important pour créer la confiance, pour faciliter la conversation. Donc, si vous pensez que je suis nouveau, je démarre, ça va jouer sur le capital sympathie avec votre prospect, faites-le. Si vous pensez au contraire que vous allez être challengé et que machin, effectivement, évitez. Après, c'est en se trompant qu'on apprend et donc, si vous avez envie de le faire sur l'instant, bah, vous le faites et puis voilà. C'est pas ça qui va faire que vous allez pas vendre ce jour-là. Ok, bah parfait, merci beaucoup. Et puis bah du coup, on peut continuer. Voilà. Donc voilà, le premier point, l'importance de se sentir à l'aise dans sa personne et en tant que chef d'entreprise. Alors ça, moi, c'est ma partie préférée et j'espère que c'est le point dont vous vous souviendrez à la fin de cette présentation. C'est pourquoi une vente se fait. Eh bien, il y a 3 éléments qui permettent d'aboutir à une vente. Il faut le bon message adressé qui répond, pardon, je ne l'ai pas pris dans l'ordre, on recommence. Quand vous adressez à une cible définie, dont vous connaissez les besoins, si vous amenez votre offre qui satisfait effectivement ce besoin avec le bon message, normalement vous vendez. D'accord? Donc, si vous êtes à la sortie de la fac à 11h30 ou midi avec de la restauration à moins de 10 euros, voilà, avec une terrasse et qui fait beau, les gens vont s'arrêter. D'accord? Donc, il faut trouver ce bon message, l'équilibre entre l'audience, le message et l'offre. Donc ça, c'est en se trompant qu'on apprend. Donc, il faut se tromper énormément, énormément. Vous connaissez l'histoire de Dyson et d'autres. Voilà, c'est en se trompant qu'on apprend et qu'on trouve. Mais c'est très important de tester ça. Je vais vous donner un exemple très bête. Mais prenez un paquet de Prince de Lu. Vous savez, les chocos voilà, BN, là, enfin non, Prince de Lu. Imaginez que vos futurs clients ne connaissent pas la marque. Hein, ils ne connaissent pas Prince de Lu. Voilà. Et il y a ça face à eux. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont acheter? Est-ce que c'est… oui, on n'a pas la réponse en direct. J'aimerais bien échanger. Mais ce qui fait parce que les gens ne vont pas tester le produit. Personne dans un magasin va ouvrir la boîte de Prince de Lu, goûter le gâteau, dire c'est bon, je vais en acheter. D'accord? Donc, ils prennent la boîte parce qu'elle est belle, parce que ça leur parle, parce que c'est ça. Eh bien, vous, c'est pareil. Votre entreprise, c'est pareil. Votre produit ne fait pas votre vente. D'accord? Vous pouvez passer des heures à faire le meilleur biscuit au chocolat de la planète. C'est pas ça qui va faire vendre. Donc en phase de lancement, c'est important de bien comprendre son audience et d'avoir le message adapté pour montrer que votre produit peut satisfaire un besoin. Voilà. Mais c'est pas votre produit qui vend. Donc,
Si vous passez des journées entières à faire un produit magnifique, arrêtez tout de suite. C'est juste de la perte de temps, d'accord? Vous ferez votre produit une fois que vous l'aurez vendu. C'est très contre-intuitif, mais je vous assure que ça marche. Et d'abord, vous vendez, et une fois que la boîte de chocolat elle est vendue et tout ça, bah, très vite, vous allez cuisiner un gâteau au chocolat qui va bien. Alors, un gâteau au chocolat, peut-être que ça ne marche pas, mais vous comprenez. Donc, je regardais juste mes petites notes. Voilà. Donc, quand on se lance, il faut vraiment arrêter de penser aussi à la place du client. Ça, c'est un autre point. En se disant, bah, il va bien aimer mon produit parce que si, ou parce que si je lui dis ça, il va réagir comme ça. Enfin, avec des si, on peut refaire le monde. Et en fait, on perd énormément de temps dans des conjectures. Donc, le secret de la vente, c'est de bien creuser le sujet de qui est mon audience, quel est son besoin, est-ce qu'il a faim à cette heure-ci, de quoi il a envie de manger, comment je l'identifie, enfin, bien comprendre votre cible et de trouver le message qui met en valeur votre offre qui satisfait ce besoin. Donc, toute autre activité ou si vous commencez à trop réfléchir, c'est en fait c'est du temps que vous perdez. Donc, dans cette même veine, ma recommandation, donc vous l'avez compris, hein, c'est n'ayez pas peur de beaucoup vous tromper, de changer un petit peu le message, de mettre en valeur des choses de votre offre un petit peu différentes jusqu'à ce que vous ayez cet équilibre. L'idée, c'est d'aller très, très vite. D'accord? Vous avez identifié une cible, vous savez que votre offre peut satisfaire leurs besoins, vous travaillez le message, vous testez, ça marche, super, on réitère et on fait autre chose. Ça ne marche pas, on passe à autre chose. Il faut aller très, très vite. Donc, ne cherchez pas la perfection. Ça, c'est aussi un autre un autre problème que je rencontre souvent. Et voilà, il faut que je passe une plaquette sur une plaquette pour présenter mon offre. Et on passe 1 mois et demi à faire une plaquette parce qu'on va bouger le texte là, on va changer la police de caractère. Mais ça, vos clients, mais ils n'ont pas besoin. Par contre, 1 mois et demi que vous avez passé à faire la plaquette, c'est 1 mois et demi où vous avez rencontré aucun client. Donc, faites vite, testez beaucoup et faites vite. Voilà. Et donc, pour finir sur ce slide-là, c'est important de mesurer. C'est-à-dire que quand vous testez quelque chose, vous le faites de manière décidée et vous savez pourquoi vous le faites et vous notez. Vous notez, voilà, j'ai fait ça tel jour, telle heure, j'ai testé ce message-là. Ça a plutôt bien marché, ça a plutôt pas bien marché. Et puis comme ça, vous pouvez ajuster régulièrement. OK. Le slide d'après. Et puis, je veux faire le 2 slides d'après, puis je prendrai les questions après. Si tu veux. OK. Alors ça, c'est un slide très compliqué. Je sais que je vais vous dire de ne pas le lire, mais vous allez le lire quand même. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc dans la prospection commerciale, il y a ce qu'on appelle un tunnel d'acquisition. D'accord? Donc, typiquement, votre cible, elle passe d'un état où vous lui êtes complètement inconnu et on veut l'amener non seulement à être client, mais en plus à être ambassadeur, c'est-à-dire à parler de vous. Donc ça, c'est le spectre, entre guillemets, émotionnel dans lequel vous communiquez avec vos prospects ou vos futurs clients. Donc, et il y a des étapes qui se passent dans la tête du futur. Donc, un inconnu, voilà, lui, il va juste il vous connaît pas, hein, donc votre marque, a priori, va pas remarquer. Par contre, il a des besoins. Et si ce que vous proposez ou ce qui lui vient à l'œil semble correspondre à un besoin, soit un problème ou un vrai besoin, alors il va s'arrêter. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre à quelle phase vous êtes. Donc, ça, c'est pour le côté inconnu. Par contre, un client qui est déjà client chez vous, qui vous connaît bien, il a besoin de faire partie d'un groupe, d'une communauté, de sentir qu'il n'est pas tout seul et que voilà, qu'il fait partie d'un mouvement. Donc à ce moment-là, vous pouvez lui parler de mouvement ou de fidélisation.
Mais si vous parlez de fidélisation à un parfait inconnu, ça ne marche pas. D'accord? Donc, il faut bien, vous, dans votre tête, quand vous parlez à vos contacts utiles, savoir ils sont à quel niveau de ce tunnel d'acquisition. Et votre discours doit être uniquement focalisé sur comment convertir d'un état à l'autre. Donc, si c'est un prospect, vous avez déjà eu un contact, il vous connaît déjà un petit peu et tout ça, vous êtes uniquement dans la confiance, dans la réassurance. Donc, vous allez parler d'autres clients que vous avez de connaissances communes. Voilà. Mais c'est plus la peine de lui parler du produit, c'est plus la peine de lui parler de la fidélisation ou de votre originalité. Ça, normalement, c'est déjà fait. Donc, il faut être très focalisé dans votre conversation. Alors, je ne veux pas vous faire peur parce que des tunnels d'acquisition, il y en a des comme ça. Genre, vous avez faim, vous avez voyez un pain au chocolat dans une boulangerie. Eh ben, même si vous ne connaissez pas la boulangerie, vous achetez le pain au chocolat. Donc ça peut aller très très vite. Par contre, si vous êtes centre de formation et vous vendez des formations en ligne, il y en a peut-être parmi vous. Bon, bah voilà, il faut déjà faire un contact sur LinkedIn. Après, vous allez peut-être créer un webinaire. Après, il y a tout un tunnel d'acquisition. Hein, Pauline, tu connais très bien, qui peut prendre plusieurs semaines. Donc ça, c'est très, très important quand vous adressez à vos contacts de savoir où ils sont et de focaliser votre communication sur comment passer à l'étape d'après. Et on ne peut pas griller les étapes. On peut aller très vite, mais on ne peut pas griller les étapes. Voilà. Et encore le slide d'après. Et après, je vous promis, je réponds aux questions. Voilà. Voilà. Alors ça, je ne sais pas, et peut-être c'était Marie-Lou, si je me souviens bien, Marie-Louise, je ne sais plus, donc qui me demandait, mais je fais toutes les bonnes pratiques, mais pourtant je ne convertis pas. Est-ce que vous faites de l'autodébrief? Donc ça, c'est vraiment, mais c'est à chaud, il faut le faire, il faut avoir cette discipline. Vous venez d'avoir un échange avec un contact, avec un prospect, avec un client. Vous avez eu un échange, vous avez essayé quelque chose de différent, vous avez peut-être eu des objections, comment vous avez géré la situation, eh ben, prenez des notes tout de suite. Donc, faites-vous une petite feuille d'autodébrief. Moi, j'ai ça pour mon type d'activité. Et je vais noter, bah, là, j'étais plutôt à l'aise, là, j'étais pas trop à l'aise. Là, on est parti sur tel sujet, alors que moi, vraiment, j'aurais voulu aller sur l'autre sujet. Voilà. Ou est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien... Alors, des fois, on oublie. Hein, quand on est en prospection, on est emballé et on oublie des choses importantes. Donc, est-ce que j'ai bien fait tout ce que j'aurais dû faire? Et puis, surtout, noter les objections. Ah, bah, c'est trop cher. D'accord. Mais est-ce que vous avez creusé? Pourquoi c'était trop cher? Ah, bah là, j'ai pas le temps. Voilà. Tout ce genre d'objections, notez-les, notez vos réponses. Et puis, au fur et à mesure, vous verrez que vous aurez une bibliothèque telle que vous aurez même plus peur quand quelqu'un viendra avec une objection. Voilà. Je fais une pause et j'écoute les questions et les commentaires. Alors, du coup, on a deux petites questions, ou trois. Alors, on a Cédric qui nous demande, alors on vend le pourquoi avant le comment, c'est bien ça? Des fans de Simon Sinek, oui. Oui, c'est absolument le pourquoi. Ah, c'est le pourquoi dans la phase de lancement. Enfin, ça vous aussi après, mais au début, quand votre marque, votre produit, personne ne connaît, c'est uniquement le pourquoi. Donc, si vous êtes fan de choses comme donc Simon Sinek, c'est quelqu'un c'est un influenceur, on va dire, au sens large du terme, qui a expliqué que le secret de la vente, c'était de commencer par pourquoi. Le why en anglais, très intéressant. Si vous aimez ça, il y a aussi le premier follower. Moi, c'est quelque chose que j'adore, qui explique que tous les innovateurs dont on se souvient, en fait, ce qui a fait ils sont passés de fou allié à génie, c'est une limite qui est très, très, très fine hein, entre être fou et un génie, c'est uniquement les gens qui les ont suivis, les premiers followers.
Et donc ça, c'est absolument génial aussi. Et les premiers followers, pourquoi ils vont vous suivre? Pourquoi ils vont aller voir un fou, en fait, hein, qui ne savent pas encore que c'est un génie? Bah, c'est parce qu'il y a eu un capital sympathique. C'est parce que c'était pas à propos de la personne, mais c'était à propos d'une cause qui était plus grande. Ça, c'est très, très important. Si, si vous arrivez à expliquer pourquoi vous vous levez le matin et pourquoi vous faites ce travail, les gens vont adhérer. Donc ça, c'est un travail à faire, alors en général, avant le lancement quand même, hein. Ok, parfait. On a Eric qui nous demande comment définit-on le profil du client idéal? Alors, le profil du client idéal, euh, je ne sais pas s'il y a un client idéal. Moi, je réfléchis dans… euh, bah, le client idéal, déjà, juste le fait qu'il soit client, c'est qu'il a acheté. Donc, ça, c'est bien. Donc, c'est quelqu'un quand même qui est décisionnaire, qui a les moyens et qui est, a priori, prêt à essayer quelque chose dont il ne connaît pas encore. Donc, après, le client idéal, c'est celui que vous adressez. Donc, par contre, c'est très, très important de définir quelle est sa cible client. Moi, je sais que j'ai tendance à dire aux entrepreneurs que j'accompagne, il faut se focaliser sur une, deux cibles maximum et vraiment, vraiment creuser. Donc, si vous vendez des formations, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas s'il y en a qui vendent des formations, mais si vous essayez de faire du grand public, des entrepreneurs, enfin, vous tapez à tous les râteliers, vous n'y arriverez pas. Ça ne marchera pas parce que ça sera inaudible. Vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde de la même manière. Donc, il faut vraiment choisir sa cible, une ou deux, et bien creuser. Alors, comment on établit sa cible, hein, enfin, il y a tout plein de choses qu'on trouve très bien chez Google. Si vous avez des questions, j'ai même des canevas très très bien pour faire ça. Mais il y a un fondamental, c'est qu'il faut la rencontrer, sa cible. D'accord? Il faut lui parler. Il faut lui parler, mais en physique, c'est encore possible. Aller sur des salons, il faut trouver des endroits où il y en a beaucoup. Donc, je ne sais pas si votre cible, c'est des ados qui viennent de passer leur bac et qui cherchent à s'orienter. Ben, il y a des salons d'orientation, tout ça. Si votre cible, c'est des artisans du BTP, il y a des clubs d'entrepreneurs, enfin voilà, il y a plein d'endroits où des salons d'entrepreneurs qui sont très très bien. Et vous y allez et vous les rencontrez. Et c'est que dans l'échange qu'on peut trouver. D'accord? Moi, je crois pas aux cibles type, voilà, ça, j'y crois pas. Parce que même si c'est bien écrit et si c'est factuellement juste et corroboré statistiquement, vous n'aurez qu'une compréhension de ce que vous avez lu. Vous n'aurez pas, voilà, ça sera pas, ça sera une vision forcément biaisée. Voilà. Donc, Ok. on passe à la Et suite? j'ai juste une dernière question et après on passe à la suite. D'accord, dis-moi. Les présentations en centre d'affaires ou face à un prospect potentiel doivent-elles être séquencées sur les 3 premières étapes du tunnel d'acquisition? Alors, attends, relis-moi une deuxième fois. Donc, Les présentations en centre d'affaires ou face à un prospect potentiel doivent-elles être séquencées sur les 3 premières étapes du tunnel d'acquisition? Alors, il y a dans le tunnel d'acquisition, il y a une progression. Donc, il faut faire très attention de ne pas tout dire au début parce que autrement ça fait peur, ça fait fuir. Donc, il y a l'idée d'un séquençage. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un moyen de préciser sur quel type d'activité c'est, parce il y a ce côté-là, mais moi, j'ai tendance à dire, si vous pouvez signer au premier rendez-vous, signez au premier rendez-vous. Donc, il ne faut pas prolonger le tunnel pour prolonger le tunnel. Si vous avez une présentation et que vous n'avez pas besoin de vous en servir, ne la sortez pas. Donc, il faut vraiment, il faut être à l'écoute, en fait. Quand on vend, on parle pas, on écoute. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc,
je ne sais pas s'il y a un complément sur le type d'activité ou voilà, c'est sûr que quand on va à un grand groupe, voilà, une centrale d'achat, il y a des passages obligés, donc vous serez obligé de présenter ça. Vous ne vendrez pas de vous du premier coup, ça c'est sûr. Mais si c'est euh, voilà, club d'affaires, je sais pas. Est-ce que j'ai répondu? Je sais pas. Ouais. Ben, je pense que oui, si jamais, il faudra. On vient de me dire oui, c'est bon, t'as répondu. Ok, bon, on peut continuer du coup. Allez, c'est parti. Alors, la dernière étape, ah non, pardon, les pièges à déjouer. Ah oui, du coup, on est un petit peu short sur le temps. Donc, je vais juste en parler. Éventuellement, si vous avez, pour ceux qui ont déjà commencé leur lancement et qui ont des petites anecdotes à partager, vous pouvez les écrire dans le chat. Moi, je vais vous donner quelques exemples à éviter. Alors, le premier ennemi de la phase du lancement, c'est la procrastination. D'accord? C'est de dire bah, ça, je vais pas le faire aujourd'hui, je vais le faire demain. Alors, il faut s'écouter. Attention, si vous avez le rhume, que vous n'êtes pas en forme et que ben, n'allez pas voir des clients. D'accord? Si vous n'êtes pas dans le mood, ça marchera pas. Mais c'est pas une raison pour constamment remettre au lendemain ce qu'on aurait pu faire le jour même. D'accord? Donc, l'exemple type de la procrastination pour moi, c'est le site internet. D'accord? Alors, si vous, voilà, vous êtes en phase de lancement, vous venez d'avoir votre cabis, peut-être que et vous dites, il me faut absolument un site internet. Et puis vous allez passer 2 mois, 3 mois à peaufiner votre site internet. C'est incroyablement long de faire un site internet. Et en plus, si vous le faites quand vous vous lancez et que vous ne connaissez pas, entre guillemets, bien ni votre business ni vos clients, je peux vous assurer une chose, c'est que 3 mois plus tard, votre site internet, vous le trouverez vraiment nul et vous aurez qu'une envie, c'est de l'arrêter et d'en refaire un autre. Donc, le site internet, c'est l'exemple type de la procrastination du lancement. De nos jours, enfin, il y a des cas particuliers. Hein, si vous faites de la vente en ligne, vous avez besoin d'un site internet, bien sûr. Mais si vous êtes dans le conseil, si vous êtes artisan, si vous êtes commerçant, vous pouvez avoir une micro-page ou même juste Google My Business, c'est largement suffisant. Donc, ne passez pas trop de temps à faire un site internet. Après, plus tard, ça deviendra important, mais plus tard. Ça veut dire que vous connaîtrez bien l'AMO, vous connaîtrez le bon message pour mettre en valeur votre offre à une cible dédiée. Et là, c'est plus facile de faire un site internet. Au début, c'est juste remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même. Donc, dans la même veine, trop réfléchir, analyser, s'imaginer son incompétence, bon, ça en a déjà parlé, donc je ne vais pas parler de ça. Par contre, ne pas être prêt à vendre, ça, c'est peut-être, ça suit la question de tout à l'heure par rapport au séquençage. Euh, c'est très bête, mais vous allez tomber sur des clients qui veulent vous acheter tout de suite, mais ils veulent pas en savoir plus. Si vous leur sortez votre présentation, si vous leur sortez machin, ils vont finir par partir. Vous allez leur faire peur. Donc, soyez prêts à vendre. Donc, quand vous allez voir un prospect, même si vous dites, mais lui, mais jamais il va acheter mes produits, ayez un contrat avec vous. Ayez quelque chose à lui vendre. Parce que vous mordrez les doigts de dire, bah mince, il était prêt à m'acheter et j'avais rien à lui vendre. Donc ça, c'est l'erreur classique, mais quand vous partez en prospection, si vous vendez du miel, partez avec des pots de miel. Si vous vendez du conseil, prenez votre contrat et qu'il soit prêt à signer, quoi. Voilà. Le quatrième point, c'est aussi un point très très important. Ça, c'est plus peut-être pour les commerçants, mais ça vaut pour tout le monde. Hein. Si quand vous vous lancez, il y a un moment ou un autre, vous allez faire, je sais pas moi, une inauguration, on va dire. Vous allez faire un événement où vous allez inviter du monde, ou en tout cas, il y aura un moment où voilà, ça s'ouvre et potentiellement, il peut y avoir un nombre de clients importants. Et là, l'erreur classique, c'est de se dire, bon, bah, moi, je lance mon kebab dans un petit village. Si j'ai 60 clients, ça sera le maximum. Donc, je vais prévoir de la matière pour 60 kebabs, peut-être 10 pizzas et machin. Et là, il y a 200 personnes qui arrivent. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, 200 personnes qui arrivent, bah, c'est 200 personnes qui vont pas avoir ce qu'ils sont venus chercher.
eh ben, je vous assure qu'ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas. Et donc là, vous avez fait plus de mal que de bien. Donc, il faut vraiment, il vaut mieux prévoir pour 200 et avoir que 60 personnes. Vous aurez du stock, c'est de l'argent perdu, c'est tout un tas de choses, mais au moins, vous n'aurez pas, enfin, la satisfaction de ceux qui sont venus aura été là. Et peut-être que la prochaine fois, ils parleront de vous et tout ça. Mais si vous décevez d'entrée de jeu, ça peut vraiment vous porter préjudice. Donc, il faut avoir encore confiance en vous. Il ne faut pas avoir peur du succès. Il faut être prêt à vendre. Et voilà quoi. Pareil pour les commerçants, respectez vos horaires d'ouverture. On parlait des premiers followers tout à l'heure. Donc, il faut vraiment aider les gens à vous suivre. Il faut que vous soyez simple à comprendre. Et voilà, donc si vous êtes un commerçant ou même pas qu'un commerçant, un artisan, vous faites un conseil, vous affichez des horaires d'ouverture, respectez-les. Si les gens viennent vous voir un vendredi soir à 19 h parce que c'est affiché que vous êtes ouvert le vendredi soir de 18 h à 22 h, soyez ouvert. Si vous n'êtes pas ouvert une fois, ils reviendront peut-être une deuxième fois. Vous n'êtes pas ouvert 2 fois, ils ne reviendront pas. C'est pareil, si on vous appelle, vous êtes conseiller rivaliste, tiens, vous essayez de m'appeler un lundi à 11 h, je réponds pas à votre message. Vous essayez le jeudi à 14 h, je réponds pas à votre message, bah, vous essayez plus. Donc, il faut respecter ces horaires d'ouverture. Si vous êtes ouvert au public, vous êtes disponible et vous devez vous rendre disponible. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des anecdotes qui sont du coup partagées sur le chat. Non, pour l'instant, j'ai rien. Ok. Alors du coup, on va faire super vite la suite, mais c'est pas trop grave parce que c'est vraiment du pratico-pratique. Il y a plein de tutos très bien sur Internet et tout ça. Donc c'est juste des petits tips pour gagner en visibilité. Donc ça, c'est pour plutôt la prospection indirecte. Donc c'est des gens qui vont finir par parler, entendre parler de vous et venir vous voir directement. Donc c'est important d'être gagnant en visibilité. Je ne sais pas si tu es passé du coup à la slide d'après. Voilà, donc gardez ça en tête, vous n'avez qu'une chance de donner une première impression. Donc on est encore dans cette histoire de soirée de lancement. Si les gens globalement sont bienveillants, ils ont envie que vous réussissiez en fait. Et si vous êtes sympa et que vous êtes engageant et curieux, et ben voilà, ça va continuer. Si votre message répondeur sur votre sur votre répondeur téléphonique est pas agréable ou pas clair ou qu'encourage pas à vous rappeler, c'est 07 69 1, vous connaissez, bah, vous rappelez pas. Votre carte de visite, bah, c'est sympa une carte de visite si c'est écrit en texte noir sur blanc avec un pauvre logo à droite. Bon, ben voilà, vous avez raté une chance de faire une bonne impression. Votre devanture, c'est pareil. Donc, soignez cette première impression, c'est très important. Un truc tout bête, le smile. Il faut avoir le sourire. Quand vous parlez aux gens, il n'y a rien de pire que de parler à quelqu'un qui fait la tête. J'avais un autre mot en tête. Ayez le sourire. C'est très important. La page d'après. Donc ça, ça vaut pour tout le monde, hein. C'est pas que les commerçants, c'est vraiment pour tout le monde. Là, maintenant, tout le monde utilise Google, donc le référencement local, c'est très important. Donc, donc maintenant que vous avez votre cabis, vous avez le droit gratuitement via Google à avoir votre fiche Google My Business. D'accord? Donc faites-la et faites-la bien et de manière sincère. Et ben, c'est pas que ça va vous rapporter immédiatement des clients, en tout cas, ça vous évitera sûrement d'en perdre. Et quand vous renseignez votre fiche Google My Business, pensez vraiment comme vos visiteurs. Là, j'ai pris l'exemple d'une boulangerie. Les gens ne cherchent pas une boulangerie. Alors déjà, ils vont pas chercher un site internet de boulangerie. Enfin, je ne vois pas pourquoi on ferait un site internet pour une boulangerie. Par contre, ils veulent savoir quelle est la boulangerie ouverte à côté de moi. D'accord. Donc, si on part du principe que les gens font cette recherche-là, ça veut dire que les horaires d'ouverture, c'est très important. Ça veut dire que les horaires d'ouverture, si vous êtes en vacances, n'oubliez pas d'échanger sur la fiche Google My Business. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver, ah ben non, c'est fermé. Voilà. Donc, pensez comme vos visiteurs, pensez aux informations que les gens recherchent sur votre activité.
On passe à la suite. Donc, on est toujours dans le gratuit hein, sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pareil, ça ne vous coûte strictement rien d'avoir une page Facebook Pro, d'avoir une page de LinkedIn Pro. Voilà, c'est très important. Si vous voulez, j'ai des statistiques sur voilà qui va sur Facebook, qui va sur LinkedIn, qui va sur TikTok ou autre. C'est pas ça l'essentiel. D'accord? C'est que si vous sélectionnez un réseau social, en fait, la vraie chose qui compte, c'est la régularité de votre message. Si vous postez quelque chose qui n'est pas très intelligent, pas très drôle, pas très beau, machin, les gens vont dire OK, bon, ça m'intéresse pas. Et le prochain, ils regarderont. C'est pas la qualité du post qui est important, mais c'est la régularité qui est essentielle. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à ce qui est régulièrement du contenu sur votre page, quelque chose qui invite à la conversation, qui invite aux commentaires. Et alors, ça prend du temps. Hein, donc, vous pouvez dès le début, même avant la création, d'ailleurs, même avant votre cabis, vous pouvez commencer à créer vos pages sur les réseaux sociaux. Essayez de vous maintenir une discipline de un post ou deux par semaine. Et puis, vous verrez qu'après 6 mois, ça commencera à devenir intéressant. Et les gens vont commencer à vous contacter sur vos pages Facebook ou autres. D'accord? Et n'oubliez pas, c'est la régularité qui compte. Si vous décidez de le faire, faites-le bien. Ou alors ne le faites pas. Voilà. La suite. Ah, ça c'est mon préféré. Donc pour la personne qui citait ou qui mentionnait Simon Sinek, ça c'en est un autre, c'est Seth Godin qui a fait la vache Milka, en tout cas qui a théorisé l'idée de la vache pourpre. Et c'est très simple, mais si vous êtes mémorable, identifiable, ben, on va parler de vous et normalement, du coup, ça va générer voilà, le buzz, comme certains diraient. En tout cas, ça va donner de l'intérêt pour votre boîte ou ce que vous faites. Alors là, c'est pareil. Hein, on n'est pas, je vous parle pas d'un site internet à 12 000 euros chez un grand cabinet de design. Hein. Je vous parle pas de, de choses très coûteuses. Moi, par exemple, dans mon village, je me balade toujours avec un kawaii rouge. Et ben, je suis le gars en rouge. Et ben, ça marche. C'est très bête, mais les gens se souviennent de moi et viennent me voir. Et donc, ça peut être une chose toute bête comme ça. Ça peut être une petite phrase assez drôle que vous sortez en fin de rendez-vous. Voilà. C'est très important dans votre lancement que les gens identifient votre personne. Vous vous souvenez, hein, c'est vous le plus important et votre business. Voilà. Même s'ils ne se souviennent pas exactement de ce que vous faites, c'est pas grave. Au moins, ils auront une idée que vous êtes quelqu'un à aller voir, à les contacter et ils sauront de qui vous. Et si quelqu'un leur parle de vous, ils diront ah mais oui, je le vois bien. Donc ça c'est hyper important. Donc n'essayez pas de vous cacher, de faire l'autruche ou tout ça. Il faut aller voir vos futurs clients, il faut leur parler et il faut être mémorable. Alors en toute sincérité, sans être arrogant et tout ça, mais voilà. N'hésitez pas à utiliser cet artifice. Et je crois qu'on arrive au bout. J'ai juste un petit résumé, si vous m'accordez encore une minute, et puis après, s'il y a encore des questions. Donc, pour résumer, les 100 premiers jours de votre entreprise, bah, c'est mémorable. Et il y en aura, enfin, sauf si vous créez une autre entreprise, mais il n'y aura qu'une seule fois où vous ferez les 100 premiers jours de votre entreprise. Donc, moi, j'ai eu la chance voilà, de l'avoir fait et d'avoir accompagné plusieurs personnes à le faire. Et ben, j'espère que vous vous souvenez, que vous aurez ces pensées en regardant vos 100 premiers jours. Donc, vous direz, oh là là, qu'est-ce que j'ai appris finalement entre l'idée que j'avais au début, avant d'avoir mon cabis, et ce que je fais maintenant, on est à 1000 lieues, mais c'est pas grave parce que j'ai vachement appris et j'ai vachement progressé. Vous verrez surtout que vos meilleurs moments, bah, c'est quand vous n'étiez pas tout seul, mais que vous étiez avec d'autres personnes et que vous avez échangé. Et c'est toujours les moments d'échange qui sont les plus enrichissants. Donc, encore une fois, allez rencontrer les gens. Et ça, c'est très vrai, même si je ne l'ai pas vraiment démontré ce soir.
moins j'en dis et mieux je vends. Le silence, mais en fait, vos clients, ils veulent pas vous entendre parler, ils ont envie de parler d'eux. Donc, laissez-les parler d'eux et vous verrez qu'une fois qu'ils auront parlé d'eux, vous avez besoin de rien faire si ce n'est sortir le contrat. Et voilà. Et vraiment, ne perdez pas de temps. Focalisez sur un objectif, c'est d'acquérir un maximum de clients dans ces 100 premiers jours. Si l'activité que vous faites à ce moment-là ne vous génère pas de clients ou même pas à moyen ou long terme, arrêtez tout de suite. Ne le faites pas. Vous le ferez après. C'est que c'est pas important. Voilà. Et donc, la phrase de la fin, bien sûr, un petit peu liée à Rivalis. Hein, faites-vous accompagner. Ça peut être très dur, les lancements. Ça peut être, quand vous prenez, vous faites de la prospection téléphonique et qu'on vous dit ça m'intéresse pas et que vous l'entendez 50 fois dans la journée, il faut être prêt. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous faire accompagner. C'est un investissement, certes. Si vous êtes encore dans la phase de création et que vous n'avez pas encore de votre financement, mettez-le dans votre dossier de financement. Mettez une ligne, voilà, je vais dépenser, je ne sais pas, 6 000 € pour me faire accompagner la première année ou les 2 premières années de mon activité. Le banquier, au contraire, ça va le rassurer. Et si vous ne l'avez pas fait, regardez, mais ça vaut toujours le coup d'être accompagné. C'est d'avoir cette discipline dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pas évident. Il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Et même quand il y a des hauts, en fait, on perd la discipline. Donc, les hauts sont pas forcément plus faciles à gérer que les bas en termes de discipline. Donc, un accompagnement, un regard extérieur pour vous dire, pour vous remettre dans le droit chemin, c'est super important. Mais bon, ça, je sais que vous n'y penserez qu'après les 100 premiers jours et vous direz, mais si je m'étais fait accompagner. C'est le mot de la fin. Merci à tous. Je sais Ok, d'autres ben, commentaires. Voilà. merci Mathieu. Alors, on va juste voir s'il y a encore des questions. Alors, merci beaucoup, très bon webinaire. Un grand merci pour ces conseils très utiles et très justes. Et on a une question, comment faire quand c'est un secteur de production nécessitant un cycle d'élevage de 18 mois? Ce n'est pas risqué de démarrer sans client potentiel. Et j'ai perdu la question parce que j'ai eu d'autres réponses. Hop, c'est là. Ce n'est pas risqué de démarrer sans client potentiel. Et si je prospecte trop vite, je ne pourrais pas les satisfaire avant 1 an et demi. Ça, c'est un très très bon sujet. Alors effectivement, j'ai accompagné des startups qui étaient un peu dans cet esprit-là. En l'occurrence, ouais, enfin, je ne vais pas révéler, mais c'était quelque chose pour voilà, prendre mesure 3D et faire du sur-mesure, mais c'est pareil, il y avait un cycle qui était assez long. Alors, il faut quand même une preuve de marché, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, alors vous n'avez peut-être pas des ventes, mais vous pouvez avoir des promesses de vente ou promesses d'achat. Donc là, par exemple, tout ce qui est crowdfunding et des choses comme ça peut être très très intéressant. Les campagnes Ulule, des trucs comme ça. En tout cas, ça rassure énormément les investisseurs. Donc c'est important voilà, de montrer qu'il y a un intérêt qui est commercial, c'est-à-dire que quelqu'un est prêt à dépenser de l'argent. C'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui vous dit oh ouais, votre idée est géniale. Ça, vous en trouverez à l'appel. Mais donc voilà. Donc bon, sans connaître le projet, je regarderai le crowdfunding, en tout cas des preuves de marché et des choses comme ça. Ok, parfait. Sinon, j'ai que des retours, des bons retours sur tes conseils et ton webinaire. Bravo Mathieu, travail de première classe. Bravo Mathieu, merci beaucoup et bonne soirée. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup Mathieu pour ton temps et tes précieux conseils.
et surtout, comme le disait Mathieu, vous n'êtes pas seul. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans votre création d'entreprise ou dans votre lancement, ou même après. En fait, les conseillers Rivalis peuvent vous aider à n'importe quel moment pour vous aider à mieux gérer votre entreprise et voilà, être serein. N'oubliez pas que c'est notre mantra et c'est pourquoi les conseillers Rivalis sont là, pour que vous soyez serein et vous aider à vous développer dans le bien-être et dans votre entreprise. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux pour des conseils, des tutos, de l'actu, des témoignages et plein d'autres choses. Et surtout pour être informé de nos prochains webinaires, parce qu'on en fait quand même assez régulièrement. Et nous sommes présents sur Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter et YouTube. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent. Merci Mathieu. Merci Pauline. Et puis merci à tous. Et puis vous avez fait le meilleur choix de vous lancer en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas. On croise les doigts. Et puis, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. On espère qu'il vous a plu, mais j'ai l'impression que oui. Et puis, on se retrouve très vite dans un prochain. Bonne soirée à vous, à bientôt. Et merci Mathieu. Merci, au revoir.